Bonjour, aujourd'hui je vous parle du mode de vie des Amérindiens. Entre autres, je vais me concentrer davantage sur les modes de vie des Amérindiens de l'Amérique du Nord, entre autres de l'Est du Canada. Puis surtout de la nation Huron-Wendat que je connais mieux. Fait qu'on va passer tout de suite à une illustration. Cette illustration-là est de Francis Bach. C'est l'un des rares illustrateurs historiques du Québec. Et ce qu'on peut voir ici, c'est les habitations. Malheureusement, là, on voit aussi l'homme blanc qui vient déjà d'arriver. C'est dans les alentours ici, probablement de 1650, peut-être une époque un peu plus avancée. On voit des Amérindiens avec les maisons longues qui sont leurs habitations, les clôtures autour de leur habitation pour en protéger le site. On voit aussi des exemples de trocs de fourrure qui peuvent être effectués avec et d'outils qui pouvaient être effectués avec les colonisateurs. Puis, les séchoirs et autres, finalement, la traite des fourrures et la façon aussi qu'on tannait les fourrures. Et ici, un canot sur le côté qui est en train de se faire. Fait que c'est un peu de tous ces sujets-là que je vais vous parler. Question d'essayer d'élaborer un peu comment vivaient les premiers Amérindiens. Une chose, entre autres, que j'aimerais dire, c'est que les Hurons de Lorette, ceux que je connais mieux, sont pas natifs de la région. Ils n'ont pas toujours vécu dans la région de Québec. En fait, ils viennent d'Ontario, même du nord des États-Unis. C'est au cours d'une guerre quand même importante entre les Français et les Anglais, ils ont été obligés de se déplacer pour fuir les Iroquois qui étaient plus associés aux Anglais finalement, et les Iroquois s'attaquaient aux Hurons à la demande des Anglais dans le cadre des traites de fourrure et en question de compétition avec les Français. Fait que c'est un peu l'histoire qui est arrivée qui a fait que les 20 000 et 30 000 Hurons à l'époque, dont la population est estimée à 20 000 à 30 000 Hurons dans la région des Grands Lacs, ont été décimés à presque 300 individus, c'est incroyable, qui se sont réfugiés à Québec demandant la protection des Français. Et que les Français ont accepté de protéger pour faire du troc avec eux, qui leur enseignent finalement leur méthode ancestrale. C'est arrivé tout ça entre 1634 et 1650. Où finalement toute leur confédération des Rwandats, ce qu'on appelle, ont été démantelées au profit d'une guerre finalement qu'ils n'ont pas initiée. À l'ancienne Lorette, finalement, ils sont arrivés, ou à la jeune Lorette, dans les années 1673. Mais avant de passer par l'ancienne Lorette, ils ont passé par l'île d'Orléans, aussi une section de Sillery. Ils ont été déplacés à de multiples reprises. Ils étaient un peu considérés, en fait, ils étaient considérés comme des sauvages, des gens de moindre importance que les Blancs colonisateurs, ce qui a fait que les Français les ont souvent repoussés vers le nord quand ils décidaient finalement de s'approprier leur terre. En fait, à la minute où ce qui manquait d'espace, ils prenaient leur terre puis les mettaient un petit peu plus loin. D'ailleurs, la région de Lorette les intéressait très peu parce qu'à l'époque, c'était plus froid et il y avait moins de choix d'arbres et c'était moins intéressant pour établir finalement des campements pour eux. On va passer à la étape suivante qui montre leur habitation, qui est la maison longue. La maison longue, c'était finalement une grande structure ovale qui permettait, qui était faite de bois et d'écorce et qui permettait d'accueillir plusieurs familles. Dans ces maisons-là, finalement, il n'y avait pas vraiment d'intimité. Les gens pouvaient faire l'amour devant les autres. C'était comme une grande famille, chacun se connaissait. Tout se passait quand même en harmonie. Il n'y avait pas de il y avait peu de crimes, que ce soit sexuel ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce qu'on apprend là, lors des présentations de comment ça se produisait à l'intérieur. C'était aussi un régime qui était
non patriarcal, parce que finalement, c'était les femmes, souvent les femmes les plus âgées, qui étaient un peu au centre finalement de la communauté ou qui prenaient les décisions les plus importantes. Les hommes aussi, mais c'était plus concentré sur la chasse, la fabrication d'outils, finalement toutes les tâches qui demandaient quand même de la force humaine. Les femmes étaient responsables de la cueillette, l'éducation des enfants, de la transformation de la nourriture et de l'ordre aussi à l'intérieur de leur communauté. Il n'y avait pas de hiérarchie entre les sexes non plus. Les maisons longues, ils ont une particularité, comme vous voyez, c'est qu'ils sont rondes sur le dessus et un peu comme les igloos. Et on sait aujourd'hui que parmi les structures les plus solides au monde, c'est justement celles qui adoptent cette forme ovale-là, parce que finalement, la force du vent permet de la stabiliser vers le sol, donc elle risque moins d'éclater lors des grands vents. C'est d'ailleurs la caractéristique de ce qu'on appelle les maisons géodésiques. Ici, je montre, c'est Walter Bowersfield, qui n'est pas l'inventeur nécessairement, mais celui finalement qui a propulsé la structure des polyédriques vers la notoriété. Puis il avait baptisé ces dômes-là les dômes géodésiques en 1949. C'est quand même les maisons les plus solides, et c'est même utilisé par l'armée américaine ou même les centres de recherche dans le Grand Nord comme dôme pour justement protéger certains centres des grands vents et des grandes tempêtes. La structure à l'intérieur, c'était surtout fait en bois. C'était disposé par chambre, c'est-à-dire que de chaque côté, il y avait des étagères et au-dessus, dans l'armature, il y avait énormément de piliers finalement transversales et verticales qui permettaient de faire l'entreposage. Entreposage de nourriture, suspendre des vêtements, entreposage aussi d'articles, parce qu'on sait qu'au Canada, on a des saisons qui sont quand même assez importantes. Ça fait que tous les articles d'hiver pouvaient être entreposés dans l'entretoit. Ça leur permettait de protéger du froid et permettre de sécher aussi plusieurs éléments. L'aménagement des maisons longues c'était fait, il y avait deux feux, en fait, deux foyers qui étaient importants. C'était pas ça qui permettait de chauffer, par exemple. On va le voir tantôt, là, mais au toit, il y avait deux trous carrés qui permettaient de faire évacuer la fumée. Ça servait souvent soit de séchoir, soit pour cuire un peu la nourriture à l'intérieur, ou de séchoir pour la viande et tout, pendant certaines périodes. Sur les côtés, il y avait surtout du cèdre qu'on appelle, qui était disposé sur les couchettes, mais surtout des fourrures. C'est ce qui permettait entre autres de garder les gens au chaud l'hiver. Il y avait énormément de fourrures et on sait que la fourrure, c'est parmi les vêtements qui sont les plus chauds pour les grands froids. Chaque famille avait son secteur et il faut savoir aussi que chez les Autochtones, il n'y avait pas de biens personnels. Tout était des biens communs, sauf s'ils étaient entreposés dans leur dortoir de famille. Fait que si tes vêtements restaient dans ton dortoir, c'était correct, mais si quelqu'un les déposait à terre ou à l'extérieur de la bâtisse, et qu'un autre autochtone passait, il pouvait décider que c'était à lui. D'ailleurs, ça a apporté beaucoup de conflits avec les premiers hommes blancs parce qu'eux ne comprenaient pas cette mentalité-là. Donc, ils parlaient de voleurs comme un Indien, mais sauf que c'est simplement que pour l'Indien, lorsqu'on dépose un fusil ou quelque chose à terre, c'est un objet qui est disponible à tous. Fait que c'est plus le cas aujourd'hui, mais à leur époque, c'était dans l'esprit des clans. Ça permettait aussi les échanges de choses quand on n'était plus intéressé à les avoir, on les laissait traîner. Quand je parle des toits, on voit ici qu'il y avait des ouvertures. Ces ouvertures-là permettaient de faire évacuer la fumée, sauf qu'on, comme on voit, il n'y avait pas de cheminée, évidemment. Et dans ces entretoits-là aussi, il était possible de faire sécher des vêtements, d'entreposer toutes sortes de choses. Ça fait que c'était vraiment spacieux, non pas vers le sol, mais vers le haut. Et les habitations, normalement, servaient pour 5 ans. C'est qu'au bout de 5 années, comme c'était un peuple qui cultivait aussi, cultivait la courge, le maïs,
la fève, puis le tournesol, entre autres. Et comme ils cultivaient souvent les terres autour, lorsque les terres étaient épuisées, il fallait qu'ils se déplacent. Et d'habitude, c'était au bout de 5 ans. Et ces déplacements se faisaient aussi selon des rituels. Le choix de l'endroit était déterminé par les grands sages. Et aussi, lorsque le feu s'éteignait à l'intérieur du bâtiment, c'était quelque chose qui était quand même pris très au sérieux. C'était un scandale, en fait. Puis, aussitôt, il y avait des enfumoirs qui se faisaient à l'intérieur du bâtiment pour le libérer de toute mauvaise énergie. Parce que, dans leur croyance, lorsque le feu s'éteint à l'intérieur d'une maison, c'est très mauvais signe. Donc, il y avait toute la communauté se mettait en rituel pour justement repurifier leur espace d'habitation. Fait que le feu était toujours allumé, mais il faut comprendre que c'est pas nécessairement ce qui chauffait l'endroit. C'était surtout les pots et je vais vous expliquer après comment réellement les Amérindiens se réchauffaient. Bon, ben, comme rituel, vous savez, pour certains, comment que ça fonctionnait. Ils faisaient souvent brûler de la sauge ou d'autres essences, que ce soit du bois ou dans la nature, qui alimentaient avec de l'air propulsé par la plume. Quand je parlais de méthode de réchauffement, c'était surtout dans les tentes de sudation que ça se passait. Les tentes de sudation, c'est quand même un concept qui est très connu au niveau de l'ensemble des Amérindiens de l'Amérique du Nord. Chez nous, au Québec, entre autres, on n'a pas de tipis. Les tipis, c'est vraiment dans l'ouest de l'Amérique. C'est pas au Québec qu'on trouve ça. Les totems non plus. Ça fait que lorsque vous envoyez dans des présentations, c'est plus pour les touristes. On n'a pas non plus les grands... les grands systèmes de plumes, là, comme on voit, là, le nom m'échappe, là, mais les... en tout cas, ça appartient, on va peut-être en voir plus tard, mais ça, c'est vraiment, ça appartient à l'Ouest canadien. Nous, au Québec, c'est la hure. La hure, c'est un petit chapeau avec quelques plumes. Puis au Québec, comme vous avez vu, nos Amérindiens étaient très peu nombreux. Donc, je veux dire, je parle pas des Atikamekw, d'autres tribus à l'intérieur du Québec, là, mais je parle des Hurons. Ils se sont beaucoup métissés, donc ils ont perdu très rapidement beaucoup de leur savoir-faire d'époque. Fait que c'est ce qui est malheureux, mais heureusement, il y a en tout cas, il y a beaucoup d'efforts actuellement pour reconquérir tous ces savoir-faire-là. La tente de sudation, ça fait partie de leur savoir-faire. Ça servait à deux choses, se réchauffer, se soigner, parfois aussi au niveau psychologique quand il y avait des conflits dans la tribu. Ça le dit, c'est que c'était un sauna, en fait, un sauna qui était soit en écorce, soit en pot comme ceci. C'était pas très grand parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait beaucoup d'espace à chauffer. C'était chauffé à l'aide de pierres chaudes. Les pierres chaudes étaient chauffées, brûlées à l'extérieur et transportées à l'intérieur dans un trou au niveau de la tente de sudation. Pour éviter que la tente brûle, tout était fait à l'extérieur. On voit ici une photo d'époque d'une tente de sudation d'Amérindiens. Ça leur permet à la fois, je vais aller à l'écran précédent, ça leur permettait à la fois de prendre un bain pour suer. Ça leur permettait aussi de réchauffer, que ce soit les bébés ou quoi que ce soit, dans la communauté ou les gens qui avaient les membres gelés. Finalement, c'était assez rare parce que c'est des gens qui étaient accoutumés à l'hiver. C'était des gens qui... c'était un peuple qui s'habituait tranquillement finalement aux températures hivernales, puis était capable de s'adapter beaucoup plus facilement. Il n'y avait pas de chauffage, donc il s'adaptait. C'est comme quand que, tu laisses un animal dehors, c'est pas pour faire une analogie avec les animaux ou quoi que ce soit, là, mais si on laisse un être humain dehors, il va s'adapter. Il va s'adapter beaucoup plus facilement à la saison qui arrive normalement tranquillement que si on le met au chaud jusqu'à l'hiver puis qu'on le met dehors à moins 30. Ça, c'est évident. Les tentes de sudation, ça permettait aussi de régler les conflits, fait que quand il y avait dans la communauté des gens qui ne s'entendaient pas, ils devaient être enfermés là, nus, et devoir se trouver un plan d'entente avant de sortir de la tente de sudation, c'est-à-dire
s'engueuler, finalement se dire ce qu'il y avait à se dire et trouver des solutions pour que ça n'impacte pas toute la communauté. Le sirop d'érable, le sirop d'érable, premièrement, ça vient des Autochtones. C'est eux qui ont montré ça aux premiers colons, comment le récolter. La technique ensuite a été modifiée. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de fer. C'était la façon de récolter le sirop d'érable, c'était autrement que via des chaudières ou quoi que ce soit. C'était des contenants faits de bouleau qui étaient installés sous des gouttières au pied de l'arbre et qui récoltaient l'eau d'érable. Les Amérindiens prenaient l'eau d'érable directement ou la faisaient cristalliser au froid quand elle gelait, puis enlevaient les cristaux en fait, puis récoltaient l'eau d'érable qui était restée à l'intérieur parce que les cristaux étaient uniquement composés d'eau. Fait que ça faisait une eau d'érable plus concentrée. Et aussi, ils pouvaient la faire bouillir, mais pour la faire bouillir, ils utilisaient des plats en terre, fait que pour essayer de la réduire. C'est sûr que c'était peut-être pas l'épaisseur qu'on connaît aujourd'hui, mais ça faisait partie des nutriments de cette nation-là. Et on sait très bien que le sirop d'érable est très bon pour la santé, entre autres pour un de ses composés qui s'appelle le québécol. C'est pas des jokes, mais c'est un des composés du sirop d'érable qui aurait des propriétés médicinales. Au niveau du sirop d'érable, ben là, on voit ici que c'est avec des contenants de fer, donc c'est une époque plus récente, là, mais les Amérindiens le récoltaient de façon régulière au printemps. Puis il y avait eux aussi, il faut mentionner qu'il y avait 6 saisons et non pas 4 comme nous, et ça se récoltait au pré-printemps. Enfin, s'il y avait leur saison était divisée autrement que les peuples, les premiers colons. Un autre élément important des Autochtones, c'est les séchoirs. En fait, les séchoirs, leur alimentation était surtout composée de poissons. Un peu de chasse, mais surtout du poisson. Et le poisson, c'était quelque chose qui était très important parce que c'est leur principale source de protéines. Et toute la communauté vaquait pendant tout l'été à faire sécher le poisson pour plusieurs raisons. C'est pour l'entreposer pour l'hiver et s'assurer de ne pas avoir de famine. Et les séchoirs à poissons étaient communs dans presque toutes les communautés autochtones du Québec. Chez les Hurons, il y avait des séchoirs disposés où on séchait les poissons sur des treillis. Je ne suis pas certaine que ce soit les séchoirs de l'époque parce qu'il y avait quand même les animaux, puis on ne voulait pas que ces charmantes petites bêtes viennent nous voler la nourriture la nuit. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que par contre, il y avait des séchoirs en bois, des séchoirs protégés qui permettaient de faire durcir les poissons. Il n'y avait pas d'épices, pas de sel, rien, fait que c'était pas nécessairement bon à manger. Et avec les poissons séchés le plus durement possible, ils faisaient une poudre qui était importante. Cette poudre-là, il la faisait avec un pilon géant. Puis il la mettait dans des paniers qu'il mettait dans le sol, qui enfouissait dans le sol, dans des contenants peut-être plus de grès. C'était une poudre de poisson de secours si la communauté manquait de protéines pendant l'hiver. Fait que il procédait de cette façon-là. Les grands pilons aussi, c'était vraiment un article qui était très important dans leur communauté. Ça permettait aussi d'écraser les grains de blé d'Inde pour en faire une farine, entre autres le pain qui s'appelait la bannique. Et ça leur permettait de conserver beaucoup d'aliments séchés pour la période d'hiver. Tout était fait à la main. Et quand ils déplaçaient, je disais qu'ils déplaçaient leur campement à peu près aux 5 ans, ils récupéraient finalement tout le travail qu'ils avaient fait parce que c'était tellement d'ouvrage qu'il n'y avait certainement pas envie de tailler du bois ailleurs. Puis on va voir pourquoi un petit peu plus tard. Les canaux, au niveau du transport, les canaux, c'était quelque chose qui était quand même extrêmement important. L'art de les concevoir, c'est beaucoup perdu avec le temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui essayent d'en refaire. La colle, bon, j'ai lu plusieurs documents, puis les références sont pas les mêmes. Dans certains cas, ils faisaient une colle avec d'écorce de bouleau, une colle très gluante, très
collante. Et dans d'autres écrits, on voit qu'il il utilisait la gomme d'épinette, que je ne crois pas assez puissante pour pouvoir permettre de bien colmater des canaux. Il y a quand même des équipes qui sont arrivées à reproduire leurs beaux canaux en écorce de bouleau qu'il y avait à l'époque. Puis c'était quand même important pour eux. C'est ce qui leur permettait de pouvoir se déplacer sur de longues distances et aller ramener les bêtes qu'ils avaient chassées, aller même récolter le riz sauvage sur le bord des lacs, parce que le riz sauvage, il faisait simplement secouer le riz sauvage dans les canaux pour pouvoir le récolter. L'artisanat, c'était surtout fait avec de l'écorce de bouleau. Il y avait aussi énormément de plats en terre cuite. Mais c'est vraiment le plus bel artisanat qu'on voyait chez les Autochtones, c'est l'écorce de bouleau. Ils arrivaient à en faire presque n'importe quoi. Des paniers, des porte-bébés pour les enfants, des sacs à dos, des sacs de voyage, des trucs pour récolter les... C'était vraiment très original. Aujourd'hui, c'est triste, par exemple, parce que les gens voulant faire ou répéter ces expériences-là sont en train de scraper énormément de boulot autour. Fait qu'on en a presque plus dans le bois parce qu'en prenant toute l'écorce autour d'une tranche de bouleau, ben, la sève passe plus, l'arbre meurt. Sauf qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup moins nombreux. Ça permettait, la nature se régénérait très facilement. Et le fait aussi qu'ils déménageaient devait aider aussi à récupérer finalement une partie de la nature à chaque fois qu'ils déplaçaient leur campement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Fait que par respect pour la nature, on ne devrait pas toucher au boulot tel que pour refaire ce genre d'expérience-là. Ça peut être fait très bien avec du papier puis d'autres éléments. Les outils. Ça, c'est intéressant parce qu'ils ne connaissaient pas le fer. Donc, ils vivaient un peu comme l'homme de pierre. Puis ça, c'est le cas de dire. C'était surtout avec des pierres, du bois, de la bannique, en fait. Pas de la bannique, mais de la... c'est du cuir cru, finalement, pour se permettre de colmater, de faire sécher, de coincer les morceaux de pierre ensemble. Il utilisait des lances. Il y avait beaucoup d'outils aussi, de petits couteaux qui étaient faits, surtout avec de la silice, puis avec des coquillages. Il y avait aussi les flèches qu'on connaît très bien chez les Amérindiens, qui leur permettaient de chasser, lesquelles aussi étaient faites avec des lanières de peau crue d'animaux qui tressaient au bout pour retenir les pierres, lesquelles avaient été travaillées pour permettre de concevoir une flèche. Tout était récupéré aussi, fait que c'était un peuple qui faisait très attention à leurs outils. C'était des choses extrêmement précieuses. Ici, on voit une hache de l'époque, fait qu'on comprend que c'était pas fort comme concept. Les pierres ne permettaient pas nécessairement de couper efficacement le bois. Fait que ce qu'on dit dans la littérature, c'est qu'en général, ils ont dû brûler le bois pour aider à le couper plus rapidement parce que c'était quelque chose qui était assez difficile d'abattre un arbre. Fait qu'on comprend pourquoi que les morceaux d'arbre devaient être très précieux une fois qu'ils avaient été coupés et travaillés. Ils devaient leur faire attention, ils devaient les huiler et s'organiser pour les garder. Et la hache est arrivée plus tard et la hache a été perfectionnée par le peuple indien. En fait, la hache, ça fait partie des choses de troc les plus précieuses quand l'homme blanc est arrivé, les colonisateurs. Entre autres, la hache française était quand même assez haute, était à la hauteur d'une épaule d'homme. Les Amérindiens l'ont trouvée super intéressante, ça leur permettait de couper plus rapidement le bois. Sauf qu'ils la trouvaient trop lourde à transporter dans le bois. Fait qu'ils ont conçu la hache qu'on connaît un peu aujourd'hui, qui avec un petit manchon, puis un bout qui est plus étroit, qui leur permettait de pouvoir aller se promener dans le bois avec la hache sans avoir trop quelque chose de lourd à traîner. Fait qu'on a cette contribution-là qui vient des Amérindiens. On a déjà parlé du canot tantôt. On va passer à la luge. La luge qui était un autre moyen de transport important chez les Amérindiens pour la période de l'hiver, pour transporter soit les bêtes, des peaux et les branches d'arbres jusqu'au campement.
Et évidemment, la raquette qui est faite en fait avec du cuir, du bois qui a été moulé et des lanières de peau crue tressées pour empêcher que les pieds s'enfoncent dans la neige. Et on va revenir un petit peu plus loin au costume traditionnel, les vêtements. Les vêtements d'hiver, ben, c'était surtout de la fourrure retournée pour les bottes, que ça soit plus chaud. Et des vêtements en cuir, où on gardait évidemment la fourrure vers l'intérieur. Puis les fourrures étaient très importantes pendant la période d'hiver. Tandis que l'été, ils s'habillaient beaucoup plus léger, même à la limite presque nus, parce que finalement, il n'y avait pas besoin de grand-chose pendant les périodes chaudes. Fait que leurs vêtements étaient vraiment adaptés aux saisons du Québec. On voit ici les vêtements traditionnels. Il était aussi, ça a été beaucoup travaillé au niveau des artisanal. Il y a de l'artisanat qui est plus contemporain, par exemple, comme les billes et toutes ces choses-là. Mais à l'époque, c'était travaillé. Je me rappelle, j'avais déjà parlé avec une artisante qui m'expliquait qu'il utilisait beaucoup soit les os d'animaux, soit les épines des porc épics parce que ils sont vides à l'intérieur. Ça fait qu'ils mettaient soit un vêtement dessus pour les récolter, les coupaient. Ça leur permettait d'avoir des petites lanières délicates pour faire le tressage. Puis je vais vous montrer de quoi avait l'air une chaussure, par exemple, traditionnelle Huron. Ça avait l'air plus de ça. Il y a des mocassins qu'on connaît aujourd'hui, ont peut-être plus été transformés avec le temps. Fait que, mais ça ici, c'était vraiment une chaussure traditionnelle. D'ailleurs, on remarque ici que ça ressemble beaucoup à de l'artisanat qu'on fait aussi dans les peuples nordiques de Sibérie. Puis on dit qu'il y a 10 000 ans, il y aurait eu une grande immigration justement de Sibérie avec la glaciation vers le Canada et que la plupart des peuples du nord de l'Amérique et même du sud seraient influencés par le nord de la Russie. Bon, pour avoir plus d'informations, moi, ce que je vous propose, c'est vous pouvez vous rendre au village traditionnel amérindien. C'est dans le village Huron à Québec, à Wendat. Ils ont d'excellents animateurs, puis ils racontent de façon très animée l'histoire et ils font aussi la distinction avec les mythes et la réalité finalement de la façon de vivre des peuples Hurons. C'est très touristique, mais vraiment intéressant comme visite. Je l'ai faite 4-5 fois. C'est que pour vous dire que j'en apprends à chaque fois. Il y a l'hôtel-musée aussi qui est situé à Loretteville. Cet hôtel-musée-là, il y a vraiment une exposition des premiers objets, des finalement que ce soit des chapeaux, des couvre-chefs et ainsi de suite, des canaux d'origine ou quoi que ce soit là, qui sont tous exposés là. Fait que c'est vraiment très mignon. Le tressage aussi, les paniers et tout, qu'on peut connaître leur artisanat. L'hôtel-musée comporte aussi, on le voit ici dans le coin, une maison longue pour ses invités. Ils ont un spa, mais l'hôtel-musée est dans la section ronde ici qu'on voit. Puis à l'intérieur même du hall de l'hôtel, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a beaucoup d'expositions d'objets amérindiens. Et il y a un restaurant, là, que c'est assez dispendieux, merci. Là. Je ne sais pas si actuellement il est ouvert, mais on n'en sort pas en bas de 200 ou 300 $ par tête. Mais c'est vraiment un des meilleurs restaurants probablement du Québec en entier. Maison Tsawanoe, c'est situé sur la rue pas loin du Château d'Eau. Cette maison-là, c'est une maison qui a été qui est dédiée finalement à l'artisanat, puis aussi aux médecines traditionnelles amérindiennes. Elle est super intéressante. À l'intérieur, il y a des expositions d'artisanat, il y a des démonstrations de comment on fait l'artisanat. Et à l'extérieur, c'est un jardin sauvage avec différentes fleurs, plantes et essences qui permettent les soins. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que je vais probablement faire une vidéo spécifique sur le sujet. Il y a trop à dire. Même sur le sujet comme tel des Amérindiens, il y a énormément de choses à dire. En plus, il faut dire que comme la communauté amérindienne n'a pas laissé d'écrits, qu'il n'y a pas de grandes structures non plus qui sont restées depuis les millénaires où ils ont été établis au Canada. On a peu de connaissances sur leur origine,
les guerres qui auraient pu, ou les problèmes comme les conquêtes finalement des différents peuples qui sont venus au Canada. Il y a beaucoup de spéculation en fait sur l'origine ou leur façon de vivre. Ce qu'on connaît surtout, c'est celle des Amérindiens d'Amérique lorsque les premiers colons sont arrivés, lesquels ont laissé beaucoup d'écrits sur leur façon de vivre. Autrement, il faut des fois soit user de notre imagination, soit croire des auteurs de livres qui, eux, nous racontent finalement avec soit la science ou quoi que ce soit, ou ce qu'ils croient des modes de vie traditionnels amérindiens. Ce que je veux essayer de vous expliquer en gros, c'est que il faut... des fois, il faut aller les rencontrer, ces gens-là, carrément, pour aller parler avec eux, parce qu'il reste encore du savoir traditionnel transmis de bouche à oreille. Et il faut aussi se servir de la logique aussi pour comprendre comment ils fonctionnaient. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur toute leur histoire, et ça, c'est très malheureux. Et pourtant, ils sont ici depuis probablement plus de 10 000 ans qui ont peuplé l'Amérique du Nord. Fait que c'est quand même curieux qu'on ait si peu d'informations sur un peuple, finalement, qui semble avoir été parfaitement adapté à l'environnement de l'Amérique du Nord. Il y a des livres que je peux vous conseiller. Il y a l'ethnographie des Hurons, 1615 à 1649, par Elisabeth Touquet. Un que j'ai ici chez moi, c'est Les Hurons de Lorette, sous la direction de Denis Vaugeois. Puis, il y a Les Premières Nations du Canada aussi, qui peut être intéressant, qui est écrit par Olive Patricia Dicasson. C'est des livres qui sont, à mon avis, là, parce qu'il y a un mélange avec des livres de revendication amérindienne, mélangé avec des livres d'anthropologie. J'ai essayé de choisir plus ceux qui étaient anthropologiques dans cette section-ci. Et voilà, ça finit ma présentation. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire dans les commentaires, j'y répondrai. Fait que on reprend les présentations à partir de l'hiver.